On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. À compter d'aujourd'hui et les jours suivants, nous allons vous présenter 8 entrevues avec 8 des 9 candidats à la mairie. Je précise, donc, l'un des candidats, Khaled Khalil, a refusé notre invitation à 2 reprises. Il voulait obtenir les questions à l'avance et avoir un droit sur le montage final, évidemment, ce que nous avons refusé en guise d'équité envers tous les candidats. Donc, je le répète, au cours des prochains jours, vous allez donc voir des entrevues avec 8 des 9 candidats à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu. On débute donc au cours de cette émission dans quelques instants avec Stéphane Legrand, qui est le chef de Vision Legrand, qui est un conseiller municipal sortant de Saint-Edmond-Saint-Lucien, qui, après 3 mandats de conseiller, veut devenir maire, avec une équipe qui est composée moitié d'anciens d'Olbec et moitié, disons, de l'Action civique et des nouveaux membres également. Mais d'abord, commençons avec Michel Fecteau. Michel Fecteau du Parti Fecteau, qui a formé une équipe avec d'ailleurs un conseiller sortant qui est Justin Bessette, un ex-conseiller municipal, entre autres. Monsieur Fecteau, qui a entre autres été président d'SOS Richelieu, Chambre de commerce, très impliqué au niveau des Lions. On commence d'abord avec Michel Fecteau. Dernier tour de piste avant le vote par anticipation et l'élection générale le dimanche 3 novembre avec nous, Michel Fecteau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. On va y aller de front tout de suite. On a plusieurs questions à vous poser. D'abord, au niveau des finances de la Ville, la taxation. Combien ça va nous coûter? Est-ce que vous prônez un gel de taxes ou une augmentation en lien avec le taux d'inflation? Question directe, réponse directe. On s'est engagé à ce que le compte de taxes, et non seulement le compte de taxes, mais le budget, soit sur le taux d'inflation, tant et si longtemps qu'on n'a pas le portrait complet du budget à l'heure actuelle, et surtout avec des engagements que la Ville a déjà d'encourus, on ne peut pas se risquer à dire qu'on va geler le compte. On pourrait le faire si on regarde le surplus, sauf que les années subséquentes, on aurait peut-être une escalade que les gens trouveraient vraiment pas drôle. Donc, vous ne voulez pas vous commettre sur un gel parce que vous n'avez pas, comme on dit, le portrait global de l'affaire? Bien, en fait, il y a une logique là-dedans. C'est qu'en quelque part, on sait qu'il y a des engagements qui sont déjà pris par le Conseil actuel, engagements qu'on va être obligé de respecter inévitablement. On regarde l'économie, comment elle va, autant provinciale que haute, fait qu'on ne peut pas s'attendre à des miracles. Donc, il vaut mieux jouer prudence, mais on a clairement indiqué que dans la deuxième année, le gel de taxes était pour nous un objectif. Bon. Disons que vous fermez l'année avec un surplus. Oui. Vous l'envoyez dans le fonds général ou sur la dette? Non, on ne l'envoie pas dans le fonds général parce que ça, c'est ça, les fonds consolidés, j'ai horreur de ça. Donc, il faut qu'on soit capable de donner des services. Évidemment, il y a toute une évaluation dans la question que tu me poses. L'envoyer sur la dette, évitablement, ou s'il y a des services de priorité de première ligne, on sait qu'il y en a, on va l'appliquer à bon escient, mais on va consulter les citoyens. Dans le porte-à-porte à l'heure actuelle, ce que je trouve un petit peu drôle, ça ne me surprend pas, évidemment, on pose des questions aux gens, on leur demande, est-ce que vous êtes au courant qu'on fait ça dans votre district? Est-ce que ça, c'est votre priorité? On a des réponses négatives à cet effet-là. Donc, ce qu'on veut faire, prioriser, on le dit clairement, on veut redonner cette ville-là aux citoyens, mais le citoyen, qui est le premier client payeur de taxes, doit avoir l'information pertinente et peut-être décider dans un surplus, est-ce que les citoyens disent on l'applique là ou si, exemple, il y a des infrastructures sportives à mettre à niveau, on sait que nos infrastructures aussi sont à mettre à niveau. Je pense qu'il faut consulter puis utiliser l'argent à la bonne place. Est-ce que la Ville doit augmenter ses revenus ou baisser ses dépenses? Moi, je pense que c'est un mélange des deux. Première des choses qui manque à l'heure actuelle, c'est qu'on se fie trop sur le revenu de taxation au niveau des résidences. Il y a des entreprises qui peuvent venir amener de l'eau fraîche au moulin. Maintenant, le budget va faire une révision, va faire partie d'une révision complète. J'ai 24 ans de carrière avec chez Toyota, donc faire mieux. Je pense qu'on peut faire mieux. Alors, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est maximiser. On a des employés de qualité, puis il va falloir challenger ces gens-là. Moi, je n'ai pas juste dit aussi la taxation, j'ai parlé aussi du budget à la hauteur du taux d'inflation. Comment entrevoyez-vous les relations de travail dans un contexte où vous allez devoir renouveler des conventions collectives, probablement rouvrir toute la gestion des fonds de pension? Bien ça, la journée que j'ai décidé de me présenter à la mairie, là, sur un critère qui était vraiment solide, je pense que en tant que gestionnaire, j'ai eu à travailler avec différentes équipes dans différentes sphères. Moi, je pense qu'il y a 2 lignes, pas je pense, j'ai 2 lignes qui sont précises pour moi, attitude et respect. Alors, avec les employés de la Ville, on a déjà clairement indiqué dans le cas d'École bleue qu'on disait qu'on va les mettre aussi en compétition. J'ai rencontré l'École blanc. Moi, je pense que l'ouverture est là, mais ces gens-là ont des qualités, ils ont du savoir et du savoir-faire, puis il va falloir qu'on rassemble et qu'on travaille. Comment pouvez-vous assurer les citoyens des 12 districts que la répartition des dépenses sera équitable? Il existe en ce moment une perception, à tort ou à raison, qu'il y a comme un déséquilibre dans l'argent entre certains districts.
On va se parler des vraies affaires, c'est pas à tort et à raison. Il y a des districts qui n'ont vraiment pas été choyés au cours des dernières années. Parlez desquels? Bien, exemple Saint-Eugène, exemple dans le secteur, on parle des infrastructures. Pour les citoyens, là, quand je regarde la priorité, c'est pas normal qu'en 2013, avec un taux de taxation qui est uniformisé, que j'aille encore des secteurs qui n'ont pas d'eau, puis des secteurs qui ont encore des fossés ouverts, puis des secteurs qui ont encore des fosses septiques. Donc, nous, on va prioriser. Projet du centre-ville. Le conseil actuel s'est engagé dans un certain nombre de dépenses. Est-ce que vous maintenez les engagements? Est-ce que vous désirez modifier certains aspects du projet de revitalisation? Bien, moi, je pense qu'au niveau du centre-ville, je l'ai indiqué puis je vais le répéter pour la population, c'est un projet qui doit aller de l'avant. Okay, encore une fois, je vais mettre toujours les mêmes balises. Il faut faire mieux, puis à l'intérieur de ça, on va réviser. Je ne suis pas sûr qu'à un moment, quelque part, on ne pourra pas espacer. Là, on regarde ce qui est arrivé dans les travaux actuellement. Là. Je pense qu'il y a des phases qui doivent être appliquées, mais il faut absolument que ce centre-ville-là, on arrête d'en parler, pas comme un de mes compétiteurs me dit, là, pas d'en parler parce qu'on est tanné, pas d'en parler qu'on agisse. Le futur pont qui devrait remplacer le pont Gouin, est-ce qu'on le maintient dans l'axe qui a été décidé? Ou il y a de l'expropriation qui est en cours? Évidemment, il y a des expropriations qui ont été faites avec les MTQ. On pose des questions à l'heure actuelle, mais on n'a pas les réponses pertinentes. Je vais vous dire, ça m'agace à un moment donné, mais je pense qu'ils sont avancés plus loin. Tout comme, exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec le vieux pont? Bon, le vieux pont, avez-vous une visée là-dessus? Est-ce qu'on le démolit? Est-ce qu'on le garde? Bien, évidemment, le vieux pont, c'est encore des questions que j'attends. J'ai parlé avec des gens qui ont fait des études. Ils me disent que ce pont-là, juste marcher dessus pourrait être pour un certain temps. Je reçois 10 sur 10 les gens qui disent est-ce qu'on pourrait le regarder. Effectivement, avant de tout foutre en l'air, en quelque part, si ça coûte 10 millions sur un côté et on en dépense 10 millions de l'autre, on va commencer à travailler de façon intelligente. Bon, parlons des organismes paramunicipaux. On n'en a pas beaucoup parlé dans cette campagne. Pourtant, la Ville met beaucoup d'argent dans le CLD, dans l'Office du tourisme, dans la Société de développement dans le centre-ville, où d'ailleurs on a épongé des déficits. Est-ce que vous maintenez le financement de ces trois organismes? Est-ce que vous changez un peu leur vocation, leur mandat? C'est quoi votre opinion là-dessus? Moi, l'opinion là-dessus, c'est de m'asseoir avec ces gens-là, puis après ça, il faut qu'on aille 100 sous dans la pièce. Donc, je ne suis pas convaincu, puis je suis bien honnête en disant ça, je ne suis pas convaincu que toutes les sommes qu'on a investies là-dedans, on a eu le retour sur l'investissement à 100 Maintenant, je ne dis pas que ces gens-là ne font pas le travail, mais moi, je veux m'asseoir avec ces gens-là, ça tombe dans mes cordes, puis je veux m'assurer que quand on va dépenser de l'argent, on va être capable d'avoir un retour sur l'investissement qui est là et aussi être proactif. Là, il y a des choses que je vois et il y a des choses que je ne vois pas. J'ai été président de la Chambre, on a travaillé avec ces gens-là. Ce pas des gens inconnus pour moi, ils me connaissent eux aussi, mais je suis quelqu'un qui est proactif. Bon, vous avez dit tantôt qu'il fallait augmenter les revenus, mais que ça passait beaucoup par de nouvelles industries. Développement économique, comment peut-on exercer un lobby afin d'attirer des investisseurs chez nous? Bien, évidemment, c'est connaître exactement ce qu'on a besoin puis qu'est-ce qui manque. Ça, j'en ai parlé un peu largement. J'étais justement en contact cet après-midi. J'ai un ami qui est propriétaire de Première Aviation. Il y a des investissements qui sont déjà faits au niveau de l'aéroport. Ça prend des marchés qui sont connexes, des marchés qui sont niches. Et à l'heure actuelle, en consultant les industriels, beaucoup m'ont dit que, je suis surpris d'apprendre ça, mais c'est une vérité de la palisse, là. Je fabrique ça, mon voisin, je ne sais pas, est-ce que je peux avoir de sous-traitance? Donc ça, c'est tout le maillage qui a un travail. Puis ça, c'est un travail, moi, que j'ai vraiment hâte d'entreprendre parce que je pense qu'on a beaucoup de gains à faire dans ce domaine-là. Protection des boisés, développement résidentiel, l'avenir des terrains de golf, vous voyez ça de quelle façon? Il y a un coût relié à tout ça, puis ça va passer par la consultation. Maintenant, au niveau des terrains de golf, à l'heure actuelle, je sais qu'à un moment donné, on est parti sur une tangente extrême. Je vais donner un exemple. J'ai eu l'occasion de visiter tout ce qui est le périurbain à Boucherville, tout ce qui est la nouvelle salle, puis qu'est-ce qu'ils ont aménagé. Je pense qu'on a des beaux exemples à aller chercher, mais il faut s'asseoir avec ces gens-là. Moi, je suis propriétaire d'un bien, là, avant que je te dise qu'est-ce que tu vas faire avec. Peut-être que tu me poses la question. L'autre affaire que les citoyens, il faut être honnête, là. J'ai parlé à des citoyens, puis ils me disent, bien là, on va acheter ci, puis on va acheter ça, puis on va acheter ça. On sait qu'acheter, là, dans le plan de conservation, il n'y a pas de subvention. Hein. Ça, c'est du net 50 de taxes. Alors, il faut que le citoyen soit mis au courant comment ça coûte. Pour le citoyen qui est riverain du club de golf Saint-Jean, du golf de la mairie, là, qui a été acheté par Baillargeon, ou encore des légendes où on voulait peut-être sacrifier 4 trous, vous dites quoi à ces gens-là? Bien, je pense que là, dans le moment, c'est que les projets là, qui sont arrêtés, il faut prendre connaissance de ces projets-là. OK, on a appris à se connaître, je suis quelqu'un d'analyse. Avant de lancer n'importe quoi, moi, je vais voir les deux côtés de la médaille. Qu'est-ce que le promoteur veut faire avec? OK? Puis après ça, s'asseoir avec des citoyens. Puis je pense que si on s'assoit en gens intelligents, on est capable de trouver un compromis. Vous n'êtes pas fermé à l'idée? Non. Non. Je suis pas fermé à l'idée dans le sens que moi, je suis propriétaire d'un emplacement à travers ça, puis je veux développer. Mais acceptez que je te donne un exemple bien concret. On a bâti une nouvelle concession. Quand on a bâti la nouvelle concession, il y a des gens qui étaient adossés à un boulevard industriel. Si quand ces gens-là ont acheté deux maisons,
Il y a quelqu'un qui a omis de lui dire qu'il y avait une artère commerciale, qu'il y avait peut-être des désagréments. Moi, je sais qu'il y a des villes qui ont pris des mesures dans des situations comme ça, à l'effet qu'ils disent, avant d'acheter la maison, là, le promoteur se doit de faire signer un document à l'effet que oui, il risque d'avoir des contrats. Développement domiciliaire, est-ce qu'on le freine ou on l'augmente? Bien, ça, tu vois, il y a une discussion qui est là. On a parlé des infrastructures. Nous, on est en train de faire justement des recherches à cet effet-là. Si je veux amener des industries avec des emplois de qualité, puis on veut garder nos gens ici, peut-être 4-5 000 familles, là, pas 4-5 000 familles, 4-5 000 personnes qui voyagent à Montréal. À quelque part, il faut voir, est-ce qu'on a un taux de location qui est capable de prendre ces emplois-là ou est-ce qu'on devrait le développer? Mais là, dans le moment, je pense qu'on a poussé très fort dans bien des secteurs. Il y a une juste milieu, puis il va falloir le regarder sérieusement. Trinity Church? Bien ça, Trinity Church, nous autres, on avait des projets pour ça. Ça fait longtemps que ça traîne. Même moi, comme au niveau du regroupement, j'ai pris des informations auprès du directeur de la ville, le presbytère. On regardait quelque chose pour les jeunes, puis je pense qu'il y a de quoi à faire solide avec ça. Puis je ne comprends pas pourquoi ça traîne si longtemps que ça. Il faut arrêter d'en parler, puis il faut faire de quoi. Quelle assurance pouvez-vous donner aux citoyens du parc Rémière à l'Acadie avec les problématiques de l'eau potable que Parkbridge ne leur refilera pas une méga facture éventuellement? Bon, ça a été vendu. OK? Lorsque ça a été vendu, c'est un propriétaire indépendant qui l'a. Qu'est-ce que le propriétaire indépendant va faire avec ça? Quels sont les montants d'argent que la Ville peut investir? Je reviens à ce que je te disais tantôt. C'est pas normal que les gens n'aient pas d'eau. OK? Donc, il va falloir s'asseoir. Mais là, le propriétaire qui décide demain matin, il met-tu des compteurs, il cherche-tu au prorata, etc. Il faut s'asseoir, il faut trouver un juste milieu. Vitesse dans les quartiers, qu'est-ce que vous faites? Vous posez des dos d'âne, vous baissez ça à 40 km/h, vous surélevez des intersections? Regarde, moi, je demeure sur la rue des Échevins, là, puis on pose une belle enseigne qui dit « Tu vas trop vite à 30 km dans le tour des packs ». Dans le moment, je m'aperçois que ça fait le travail, mais on va mettre nos policiers à contribution, parce que je pense qu'on doit avoir un petit peu plus de surveillance à travers ces quartiers-là, parce que ça roule vite partout, partout, partout. Plusieurs de nos citoyens font la navette Saint-Jean-Montréal. Là, c'est la 96, c'est la voie du Pont-Champlain, mais ça ne sera pas ça toujours. C'est quoi la solution? C'est un train, on élargit la 10, on met un SLR? Moi, la solution, je veux dire que c'est, je l'ai dit tantôt, c'est de trouver des emplois puis empêcher le moins de monde possible de s'en aller à Montréal. Ils vont aller à Montréal pareil. Là, oui, mais bon, écoute, parlons des vraies affaires. Là. Le train de banlieue, j'ai pris une position. Oui, ça peut être une option, mais on sait pertinemment. Moi, je ne suis pas là pour compter des histoires aux gens. Là. Pendant que l'étude est arrêtée, pendant que l'étude va se faire, probablement qu'on va parler, on sait c'est quoi, là. On parle d'un échelon entre 7 à 10 ans. OK? Le SLR, si le gouvernement fédéral ne retient pas le SLR pour le Pont-Champlain, ils font une grave erreur. On sait que la station Chevalier est déjà adaptée à le recevoir. Dernière question. Oui. C'est quoi la différence entre Michel Fecteau et les 8 autres candidats à la mairie? Michel Fecteau, c'est une personne qui a 40 ans d'implication au niveau de la ville. C'est une personne qui est reconnue comme une personne rassembleur, une personne intègre, puis une personne qui, pas habituellement, je prends un dossier et je livre. M. Fecteau, merci. C'est moi qui te remercie. Bonne chance. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on reçoit Stéphane Legrand. Dernier tour de piste pour les candidats à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est au tour de Stéphane Legrand. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. On y va d'entrée de jeu avec les questions d'ordre financier et budgétaire. Parlons des taxes municipales, parce que quand on parle de ville, première chose, les gens disent « Comment ça va me coûter de taxes? » Dans votre cas à vous, est-ce qu'on parle d'un gel ou est-ce qu'on parle d'une augmentation minimalement, disons, au coût de la vie? Nous, on vise l'inflation. Pour nous, le gel, c'est un scénario qui est impossible. Vous savez, l'année qui s'en vient va être assez difficile pour la ville de Saint-Jean parce que, premièrement, les modes de remboursement de taxes ont changé. C'est-à-dire que le gouvernement du Québec, auparavant, remboursait la taxe TPS-TVQ d'un coup et maintenant va le répartir sur les règlements d'emprunt. C'est un manque à gagner de 2 millions avant même que l'année commence. Juste les échelons salariales, ça coûte environ, puis les augmentations salariales qui sont conventionnées, c'est 1 million. Sans compter les augmentations, là, essence, assurance, comme on voit dans nos maisons. Donc, en partant, c'est 4 millions qu'il faut aller chercher. Il y a deux scénarios. Si on gèle les taxes, il faut couper 4 millions dans la première année. Bon, est-ce qu'on augmente les revenus ou on baisse les dépenses?
Bien, il faut augmenter les revenus, mais on le sait que dans la première année, c'est impossible. Nous, on mise beaucoup sur vivre ici, travailler ici, donc créer de la richesse à Saint-Jean-sur-Richelieu. On veut le développement de l'aéroport, entre autres, donc d'amener des industries de pointe. On parle beaucoup de la revitalisation du centre-ville, du Vieux-Saint-Jean, du Vieux-Iberville, d'amener des entreprises. Mais pour ce faire, ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Nous, le gel de taxes, on y croit, mais on y croit dans 4 ans. Bon, gestion de la dette. Vous avez un surplus à la fin de l'année. Est-ce que vous mettez l'argent sur la dette ou dans le fonds consolidé? Bien, nous, ce qu'on a fait depuis quelques années, c'était de le mettre dans le fonds de roulement. Donc, de cette façon-là, on peut emprunter sans intérêt. Puis, vous savez, quand on va en règlement d'emprunt pour une ville, il y a des frais d'associé à ça. Donc, nous, le choix qu'on a fait depuis quelques années, là, cette année particulièrement, on a mis 1 million en asphaltage, mais 4 millions au fonds de roulement. Donc, la ville devient de plus en plus indépendante financièrement et peut acheter en paiement comptant plus facilement. Si vous êtes maire demain matin, à quoi vont ressembler les relations de travail dans la mesure où vous allez avoir des 4 conventions collectives à renouveler et notamment les fonds de pension probablement à rouvrir? Vous allez gérer ça comment? Bien, les fonds de pension, c'est probablement l'enjeu numéro 1. Mais ça, il faut comprendre que cet enjeu-là est québécois. Donc, ça va prendre un coup de main du gouvernement du Québec. Les déficits actuariels, année après année, je pense que les résidents de Saint-Jean et les Joannais, les Québécois ont assez payé. Et les syndicats sont très, très d'accord avec ça. Ils le savent qu'on ne peut pas continuer comme ça, que le ballon va exploser éventuellement. La capacité de payer est dépassée. Répartition équitable des dépenses dans les 12 districts. Il y a une perception en ce moment qui vient entre autres du côté d'Iberville et un peu de Saint-Eugène que tout l'argent va à Saint-Luc. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Vous pourrez peut-être en débattre, mais comment pouvez-vous donner la perception aux citoyens que l'argent est dépensé de façon équitable dans les 12 districts? Mais il y a 2 choses qu'il faut regarder. C'est que, premièrement, quand il y a des investissements à Saint-Luc, il y a beaucoup de projets privés. Quand les entrepreneurs mettent de l'argent pour développer des rues, faire du développement résidentiel, c'est pas de l'argent municipal. Mais souvent, ça a été pris comme exemple. Dans Saint-Luc, tous les commerces s'en vont là. Il faut comprendre que les commerces, c'est pas municipal. Les commerces, c'est des gens qui voient une opportunité d'affaires et disent, mais je vais investir à Saint-Luc. Le rôle de la ville, c'est de favoriser des investissements à Iberville, à Saint-Eugène, de façon à ce que les gens aient la perception qu'on investisse chez eux. Mais aussi, il y a une question d'investissement en termes d'infrastructure, parce qu'on le sait, Saint-Luc sont des quartiers beaucoup plus récents. Par contre, si on va à Saint-Eugène, on va à Iberville pour avoir fait du porte-à-porte dans plusieurs rues. On parle de rues qui sont d'origine des érables, entre autres. Je pense que ça n'a jamais été retouché depuis des années. Donc, il y a des investissements à faire, puis il faut concentrer selon le besoin. On ne peut pas y aller de façon uniforme partout, ça, c'est impossible. Bon, projet de revitalisation du centre-ville, il y a des sommes qui sont déjà engagées. Le projet est en cours. Si vous êtes élu le 3 novembre, est-ce que vous maintenez ce qui s'en vient ou si vous désirez modifier certains aspects du projet? Écoutez, moi, je maintiens, mais il y a une chose qu'il faut améliorer. Le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, c'est la plus belle opportunité d'affaires pour les investisseurs actuellement. Le rôle du maire de Saint-Jean, là, ça va être d'aller chercher ces gens-là, d'aller chercher les entreprises, d'aller chercher des investisseurs qui, eux aussi, vont mettre de l'argent puis ils vont ajouter à l'assiette fiscale. Parce qu'on met, bonhomme allant, 40 millions. Maintenant, il faut qu'il y ait autant qui viennent des privés de façon à ce que cet investissement-là soit rentable au fil des années. Bon, le futur pont, est-ce qu'on le construit dans l'axe qui a été un peu déterminé par le MTQ et la Ville, compte tenu d'ailleurs qu'il y a de l'expropriation qui est en cours? Est-ce qu'on maintient ça? Moi, j'ai plus le goût de vous parler du vieux pont. Parce qu'il y a une question, là, on n'a pas eu toutes les réponses du MTQ. Le vieux pont, est-ce qu'on le démolit ou on le garde? Bien, c'est exactement ça. Quand on était forcé de prendre une décision par le MTQ, on nous a dit, regardez, il y a urgence, là, vous devez vous positionner. Avec le recul, est-ce qu'il y a urgence? J'aimerais avoir plus de réponses de la part du MTQ, parce que si on peut conserver le pont, je pense que c'est une très belle fenêtre culturelle, une fenêtre touristique. Ça peut être très intéressant. Puis c'est 6 millions que ça coûte le démolir. Est-ce qu'on peut récupérer ces sommes-là? Moi, quand j'ai posé la question au ministère du Transport, on m'a dit c'est des enveloppes séparées, comme si on parlait à 2 planètes différentes. Donc, c'est des réponses qui ne sont pas acceptables. Mais est-ce qu'il y a nécessité de construire un nouveau pont? Je pense que oui. Là, ça, c'est ce volet-là. Je ne vais pas Donc, le remettre on le laisse dans l'axe qui a été décidé? Oui. Oui, mais pour ma part, il n'y a pas d'autre choix possible. Parce que vous savez, au départ, quand ça a commencé cette discussion-là, le MTQ a été clair. Hein? La solution du MTQ, c'était de démolir celui-là et rebâtir au même endroit. Là, on nous a dit, si ce n'est pas ce que vous souhaitez, bien, trouvez une solution. Là, on nous a dit, mais si vous changez de place, ça prend une étude environnementale. Il y a plein de questions qui sont venues de la part du MTQ puis qui nous laissaient les mains liées un peu. Parlons de l'avenir des sociétés paramunicipales, l'Office du tourisme dont vous êtes le président, la Société de développement du Vieux-Saint-Jean, le Conseil économique CLD. Est-ce qu'on maintient le mandat et le financement de ces 3 organisations? Au niveau du financement, il n'y a pas de doute. Par contre, au niveau de la Société de développement Tourisme Saint-Jean, je pense que c'est 2 entités qu'on pourrait regrouper
dans une vision future. Parce que l'objectif de la société de développement, c'est que le Saint-Jean soit prospère, le vieux Saint-Jean soit prospère et qu'il y ait des touristes qui y viennent. Puis c'est le même objectif pour le tourisme Saint-Jean. Donc, est-ce qu'on peut garder le volet, le développement du vieux Saint-Jean, mais en incorporant ça dans une structure avec une direction générale, en étant le plus efficace possible? Moi, j'y crois. Puis d'ailleurs, il y a eu des pourparlers dans ce sens-là. Bon, doit-on maintenir ou même accroître ou diminuer le développement domiciliaire et résidentiel? Écoutez, ce n'est pas une fin en soi. Là. Pour ma part, c'est très, très clair que toutes les zones boisées, on n'y touche pas. Peu importe ce qui peut être écrit partout, là, la position de Vision Legrand là-dessus, elle est très claire. Là. On ne touche pas aux zones boisées. Donc, évidemment, ça va limiter le développement résidentiel. Puis là, on le voit. Nos rues sont à capacité. Les égouts, c'est difficile aussi. On est à capacité dans certains secteurs. Donc, il faudra avoir une... Il n'y a pas d'urgence à atteindre le 100 000 pour ma part. C'est plus le commercial et l'industriel qui sont importants. Bon, si on protège les boisés et qu'on freine légèrement la construction domiciliaire, que fait-on du zonage actuel des terrains de golf? Le zonage des terrains de golf actuellement, on n'achètera pas les terrains de golf, ça, soyez sûrs, parce que les gens qui font l'acquisition de terrains de golf savent les règles du jeu. Savent qu'actuellement, c'est un zonage qui est récréatif. C'est les citoyens en limitrophes qui vont avoir le dernier mot. Et moi, je m'engage à une chose, c'est que s'il y a des projets qui sont soumis au conseil municipal, c'est que les gens vont être consultés. Et on veut mettre d'ailleurs une politique de consultation publique. Ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose qui va se passer alentour de chez vous, qui risque de changer votre qualité de vie, bien, nous, on s'engage à lever le flag et en disant, il va se passer quelque chose, prononcez-vous. Donc, s'il y avait un projet de supprimer 4 des 18 trous aux légendes, ça va passer par la consultation. Très clairement. Bon, puis dans le cas du golf de la mairie, là où il n'y a plus d'activité de golf, le promoteur aimerait bien construire des maisons, mais la ville va faire quoi? Mais c'est la même chose. N'oubliez pas que les gens qui ont choisi de se bâtir près d'un golf ont payé plus cher leur terrain. Et là, ils ont un mot à dire parce que, justement, ils l'ont payé, ce terrain-là. Ça prend des consultations. C'est sûr que dans des endroits où il y a moins d'arbres, je pense que ça vaut la peine de voir ce qui est possible de faire. Mais en bout de piste, c'est le citoyen qui doit décider. Trinity Church à Iberville, quelle est la vocation qu'on souhaite pour ce bâtiment? Bien, moi, je vois une vocation culturelle, puis on parle beaucoup de patrimoine, d'identité dans cette campagne-là pour Vision Legrand. On veut garder... Puis Iberville a besoin, je pense, d'un élément qui est clé, qui est porteur, et Trinity Church est probablement un bel exemple. Ça peut être un centre culturel. Il y a beaucoup actuellement d'organismes de chant, de pratiques de chant qui n'ont pas de locaux. C'est peut-être une façon d'avoir un partenariat avec eux. Il pourrait y avoir aussi du privé d'impliquer, il peut y avoir des mariages à cet endroit-là. C'est un site exceptionnel. Il faut le remettre en valeur, c'est une nécessité. Bon, Parc Rémiard à l'Acadie, comment peut-on donner l'assurance aux citoyens qui sont locataires de Parkbridge que cette compagnie-là, dans le fond, ne les égorgera pas avec une facture incroyable pour régler la problématique de l'eau potable? C'est une excellente question. Pour bien expliquer aux gens, c'est que Parkbridge, c'est une corporation qui est privée et les gens sont locataires. Nous, le devoir de la municipalité, c'est d'amener l'eau jusque-là, amener de l'eau de qualité. Maintenant, c'est de parler avec le promoteur. Je peux vous dire que Christiane Marcoux, dans ce dossier-là, travaille excessivement fort pour, avoir un prix. Là, on va savoir le prix. Les enveloppes ont été ouvertes hier. Et là, il faut expliquer aux citoyens, ça va être quoi la part à payer. Et on force le promoteur de dire, bien, c'est quoi la part citoyenne? Comment allez-vous charger à ces gens-là? Quelles sont vos stratégies pour réduire la vitesse dans les quartiers? Nous, on croit que le 40 km/h dans les rues résidentielles devient une alternative intéressante. Puis d'avoir les intersections surélevées, c'est un autre élément qu'on veut mettre de l'avant, un petit peu comme à Chambly, de façon à ce qu'il y ait des éléments là, qui freinent les gens dans leur démarche. Est-ce qu'on met un panneau d'arrêt à l'intersection Bernier et Savard? C'est pas un enjeu de campagne électorale. Je trouve ça tellement décevant qu'on fasse une campagne sur un stop. Il faut avoir absolument rien à dire. Vous savez, il y a plusieurs comités, puis cet endroit-là, si vous y passez, régulièrement, il y a une courbe. Et là, est-ce qu'on met un stop à la sortie d'une courbe? Je trouve ça inquiétant. Il faut que le comité de signalisation se penche là-dessus, mais il ne faut pas que ça devienne un enjeu électoral de ville. Quelle est, je dirais, votre vision à l'égard du transport collectif? Plusieurs des citoyens habitent Saint-Jean mais travaillent à Montréal. C'est une réalité. Je comprends qu'on va amener plus de gens ici, mais ça va rester. La 96 fait le boulot en ce moment, mais c'est quoi l'avenir? C'est le train de banlieue? C'est le SLR sur le pont Champlain? Moi, je le dis souvent, premièrement, ça va nous prendre des directives de Québec parce que le député nous dit le train de banlieue, c'est la solution. Le ministre Gaudreau nous dit bien, ça passe par le train léger sur rail sur le pont Champlain. Donc, nous, on veut une stratégie qui va être intéressante. Mais c'est intéressant de parler du train de banlieue, mais c'est beaucoup moins intéressant de parler de financement du train de banlieue. Et c'est l'élément de notre campagne. Nous, on ne veut pas que Saint-Jean soit une banlieue. Déjà, le mot train de banlieue
me gêne un peu parce qu'on n'arrête pas de dire, nous, on veut vivre ici, travailler ici. C'est la base même de notre plateforme électorale. Dernière question. Quelle est la différence entre Stéphane Legrand et les 8 autres candidats à la mairie? Bien, Stéphane Legrand a du leadership, il a 11 ans d'expérience, c'est le plus jeune candidat à la mairie et regardez la qualité de nos candidats actuellement. C'est des gens qui viennent de tous les horizons, qui viennent de l'opposition, qui viennent du parti au pouvoir, le vice-président de la commission scolaire, l'ancien président du conseil d'administration du Cégep, des gens qui se sont impliqués dans leur communauté. Bien, ce qu'on a besoin à Saint-Jean, c'est un leader et je pense que j'en suis un vrai. M. Legrand, merci, bonne chance. Merci. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. La journée carrière du Centre de santé au Richelieu-Rouville se tient le samedi 26 octobre. Si vous désirez vous inscrire, vous allez sur www.nousrecrutons.ca. Le débat des candidats à la mairie dont on a fait la captation au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean avec la génération XYZ, il est diffusé sur notre site Internet en format YouTube. Il reste encore quelques rediffusions. L'horaire est affiché à l'écran. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine, à tous les dimanches matin 9h30. Et pour acheter vos livrets, il y a une trentaine de dépositaires sur le territoire. Télévision du Richelieu, vous avez notre nouvelle adresse, 145 Richelieu. C'est la même adresse courriel pour me joindre, le site Internet et la page Facebook, d'ailleurs, où on a dépassé le nombre de 1000 fans sur notre page Facebook. Merci beaucoup. Et vous pouvez bien sûr continuer. ericlatour.com, vous avez la grille horaire également, où on est diffusé pratiquement à tous les jours. Je vous le répète, dans les jours à venir, on vous présente des entrevues avec d'autres candidats à la mairie. Et je vous fais une certaine mise en garde. Vous savez qu'aujourd'hui, on est à l'ère du web et des pages Facebook. Si vous désirez vous informer adéquatement d'ici le 3 novembre, vous pouvez le faire ici même via la télévision du Richelieu, le Canada français, le journal L'Écho ou encore Boom FM. Donc, c'est 4 moyens de vous informer de façon correcte et tout à fait équitable dans la communauté de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous souhaite de faire un bon choix pour le dimanche 3 novembre prochain. Nous, on est là bien sûr demain. Prochain rendez-vous d'ericlatour.com.